Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. À présent, parole à notre second invité, M. Mamadou Badikoba, ex-député président de l'UFD. Il va donc s'exprimer dans un instant sur la conduite de la transition guinéenne. 3 mois après, quel bilan d'État peut-on dresser et que peut-on objectivement reprocher à la junte guinéenne, donc représentée par le CNRD? Pourquoi, à son avis, la communauté internationale accentue-t-elle la pression sur le CNRD? Que peut-on attendre de la juridiction spéciale créée pour traquer les bandits à col blanc? Dans un instant, donc, on ouvre cette interview. FIM FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour à vous, M. Badikoba. Oui, bonjour. Bienvenue sur FIM FM et dans Mirador. Merci pour votre invitation. Oui. Alors, première question, forcément, cela fait 3 mois, c'était le dimanche dernier que la Guinée venait de passer 3 mois sous l'égide du CNRD. Quel bilan d'étape après 90 jours vous pouvez dresser de l'action, des actions du CNRD justement à la tête de la Guinée? Eh bien, il faut d'abord dire qu'habituellement, on se prononce sur les 100 premiers jours. Bien entendu, oui. Mais là, c'est lorsque les choses sont passées de façon pacifique, ce qui n'est pas le cas d'un coup d'État. Donc 90 jours, c'est quand même un peu court. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a quand même eu pas mal d'actions positives qui ont été posées. Je l'ai rappelé tout à l'heure à votre confrère qu'à ce jour, justement, la Guinée fait partie du club qui n'est pas très fermé, heureusement, en Afrique, des pays qui ne comptent plus de prisonniers politiques et surtout de prisonniers d'opinion. C'est déjà pas mal. Ouais. Est-ce que les choses vont dans la bonne direction, à votre avis? Elles vont dans la bonne direction, c'est incontestable. Très bien. La grande question, c'est la pérennité des changements qui sont amorcés. Lorsqu'on s'attaque à un système de cette façon-là, la grande question, c'est de savoir jusqu'à quand ça va durer, tant qu'on conserve le même système que nous connaissons, le système corrompu que nous connaissons, le système où on n'a pas résolu le problème réellement de la cohabitation de toutes les communautés sur le territoire. On n'a pas résolu donc le problème du vivre ensemble en Guinée. Il y a un pas important. Et en plus, on note que sur le plan économique, malheureusement, c'est un peu calme. L'activité n'est pas très florissante. Les gens sont... Elle table en tout cas à redémarrer l'activité économique. Mais c'est tout de même positif. Et la grande question, c'est jusqu'à quand ça peut durer. Ouais, jusqu'à quand ça peut durer. Là, vous soulevez une question importante parce que on assiste à une sorte de bourrasque qui balaie une grande partie de l'administration, donc qui s'abat sur l'administration avec ses départs à la retraite, ses révocations à l'appel. Donc, on a comme une sorte de démantèlement du système en place. Quel est votre regard là-dessus? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça peut provoquer autant de frustration au point donc qu'il y ait autant de forces ennemies de la transition en cours? Absolument, mais je dois vous rappeler modestement que réellement qu'on donne un coup de pied dans la fourmilière de l'administration, ça fait partie de nos revendications réaffirmées lors de la 9e législature, que la Guinée consacre pratiquement toutes ses ressources à l'entretien de l'énorme appareil d'État parasitaires, corrompus, installés dans la capitale, avec quelques tentacules à l'intérieur et qui ne s'occupent pas de développement. Eh bien, il faut s'attaquer à cette plaie-là qui est un cancer qui a empêché la Guinée réellement de se développer depuis 63 ans. Donc, c'est des actions, mais je peux vous dire qu'on est très loin du compte. Et effectivement, nous avons prévenu que si les dispositions ne sont pas prises, eh bien, la pieuvre va se relever et elle va avaler le CNRD. Ça, c'est une certitude. Donc, il y a des inquiétudes, il y a des craintes. Il y a des inquiétudes puisque tant que l'impunité sera garantie, tant que les gens ne peuvent pas attendre qu'on leur demande des comptes sur les fortunes qu'ils détiennent et sur les vols qu'ils auraient commis
et qui restituent ces biens-là, eh bien, ils vont relever la tête. Ouais. Ils vont Ça veut dire qu'il ne faut pas... Ils ont les moyens de déstabiliser le CNRD, nous l'affirmons. Bien, il ne faut pas se limiter donc à dégommer les gens. Il faut les inquiéter au plan judiciaire. Il faut que l'impunité cesse, qu'ils soient poursuivis selon les termes de l'état de droit, et que la justice passe réellement, et que le trésor public récupère ce qui lui est dû. Bien, Talibé. Dans ce sillage, on a, pour coller à l'actualité, on a vu hier la mise en place d'une commission interministérielle de récupération des biens de l'État. Est-ce que cela est constitutif justement des efforts du CNRD en vue de démanteler ce système et donc de paralyser cette pieuvre à laquelle vous faites allusion? Eh bien, j'espère que ce ne sera pas une commission pour rien, une commission de plus. On a quand même déjà eu des textes qui ont donné la liste d'un certain nombre de biens immobiliers qui faisaient partie du patrimoine qui a été nationalisé en 1958 après l'indépendance et qui étaient donc des biens français, des colons français. Ouais. Pour moi, le seul texte sur les biens, c'est uniquement ça. Mais pour moi, les biens, c'est d'abord les sommes détournées par les gens et qu'il faut poursuivre en Guinée et à l'extérieur de la Guinée. Toutes ces fortunes entassées via réellement les dépôts faits dans les paradis fiscaux à Dubaï et ailleurs, puisque eux ne sont pas regardants. Ils savent que ces fortunes finalement vont leur revenir. Il faut bien que vous sachiez ça. Toutes ces fortunes exportées dans ces pays-là ne reviendront jamais en Guinée, puisque ceux qui ont eu le bonheur de recevoir ces fortunes volées en Afrique, eh bien, ils ne vont jamais les restituer d'une manière ou d'une autre. Bien. Donc, le temps est donné. Oui, le problème est posé. Bien. Donc, cette commission, on lui souhaite vraiment bon vent, mais on jugera aux actes. Très bien. Donc, le temps est donné pour cette interview vérité avec monsieur Mamadou Badikoba, ex-député à l'Assemblée nationale, président de l'UFD. On revient pour continuer cette interview dans un court instant. Bien, Talibé, on poursuit cette interview avec vous en compagnie de notre invité, M. Badikoba. Mais parmi les décisions fortes prises par le président du CNRD, il y a la mise en place de la Cour de répression des infractions économiques et financières, et une cour à laquelle on a d'ailleurs attribué les prérogatives. Une partie des prérogatives, la haute cour de justice qui avait été demandée à corps et à cri sous Alpha Condé. Comment avez-vous apprécié la création de cette CRIEF? Eh bien, nous ne pouvons que apprécier cette décision de création de cette cour spéciale de répression des délits économiques et financiers, pas uniquement financiers mais économiques également. Et c'est une très bonne chose puisque jusqu'à présent, l'impunité a toujours été garantie. Vous savez, le pauvre colonel Cheboro, comment il a lutté contre tout ce que vous imaginez de fraude de toutes sortes sur l'alimentation, les médicaments, et que ça n'a jamais abouti à rien. Même la justice lui donnait toujours tort et tout ça. Donc c'est une cour quand même qui, à mon humble avis, est une bonne chose, mais malheureusement, il faut quand même qu'on se souvienne que jusqu'à présent, eh bien, on avait des tribunaux, même lorsque, par extraordinaire, des délinquants économiques et financiers arrivaient aux tribunaux, eh bien, ils recevaient des peines amicales. Et certains même se présentaient, avaient des partis qu'ils présentaient, dirigeaient des partis, ils présentaient des gens aux élections et tout ça. Ouais. Donc l'impunité était garantie pour les gens du système. Donc on espère que cette haute cour, donc, cette cour spéciale, ce tribunal spécial donc qui s'installe, aura les moyens réellement de sa politique, de savoir que là-dedans, le tribunal ne travaille pas dans le vide, il travaille sur les dossiers. Il faut donc que les audits soient correctement organisés, que tout ça soit bien balisé, qu'on sache déjà quelle est la durée, sur quelle période on va enquêter. Et dans quel domaine. Ouais, finalement, la précision a été donnée dans la nouvelle ordonnance d'avant-hier pour dire que les compétences de la Cour sont antérieures ou pas à sa création. Oui, mais le problème, c'est vous allez remonter à quelle année? À quelle période? À quelle période? Et ensuite, donc... Il faut mettre des balises. Il faut baliser et ensuite, maintenant, faire attention qu'on ne soit pas dans des audits
à tête politique chercheuse, puisque là, ça sera une façon de dévoyer la Cour et que tout soit fait objectivement et que surtout que cette Cour soit servie par des magistrats dont l'intégrité est reconnue. Des gens qui sont capables et à qui on a donné les moyens de résister aux pressions politiques et surtout de résister aux pressions des corrompus qu'ils poursuivent. Qui ont les ressources nécessaires pour réellement pour terrasser le monde. Ouais. Et donc il faut que tout ça soit bien organisé et que le signal soit donné que cette cour, elle est réellement indépendante, une justice indépendante, un état de droit qui s'appuie sur des dossiers solides sur les faits. Mais seulement nous disons que c'est un pas en avant, mais n'oubliez pas, Bakar, que cette cour, c'est en quelque sorte le remède. Et c'est le remède curatif contre l'impunité. Ouais. Mais le mieux encore, c'est d'avoir un remède préventif, un remède dissuasif. Et le remède dissuasif, c'est la déclaration de patrimoine que nous réclamons et dont personne ne veut dans ce pays. Et qui est incontournable si on veut réellement sortir de cette culture du système d'enrichissement illicite. Et là-dessus, on n'a pas d'informations sur la déclaration des biens des membres du gouvernement Biavogui, par exemple. Eh bien, mais il n'y a pas que. On doit, à notre avis, descendre au plus bas niveau, je vous dis, jusqu'aux conseils communaux. Que chacun déclare ses biens, puisque toute l'élite du pays a vécu du pillage du bien public depuis tout le temps. Bien. Et donc, c'est ça qu'il faut mettre le fait que les privilèges de juridiction qui étaient reconnus à certaines personnes, notamment à des autorités, que ces privilèges de juridiction ne soient plus opposables à cette cour, et cela ouvre la perspective que, à la fois, l'ancien président Alpha Condé et d'autres dignitaires du régime déchu donc, seront passibles de poursuites devant cette cour. Qu'est-ce que ça ouvre comme perspective ? Eh bien, la perspective merveilleuse, c'est qu'aucun citoyen, quelle que soit sa puissance, quel que soit le niveau de pouvoir auquel il atteint, son statut, il faut qu'il sache qu'un jour, on ne va pas s'arrêter à la justice divine, mais que la justice des hommes, la justice de l'état de droit peut lui demander des comptes et qui peut être sanctionné et qui peut avoir... qui peut être condamné. Donc c'est une bonne chose. Vous avez été député. Est-ce qu'il y a des dossiers particuliers sur lesquels vous avez une vue et qui devraient, selon vous, être justement traités par cette cour? Eh bien, vous avez d'abord tout le budget national qui est où toute la fortune publique est dilapidée. Vous avez un énorme bottin de budget ou si on le lit, mais c'est le paradis assuré pour l'année d'après. Et la misère contenue, rien ne se fait. Tous les chantiers abandonnés, rien ne tient debout, rien ne tient la route. Donc, le problème, c'est déjà le budget national. Mais je vous rappelle, pour dire la aussi le cas de l'ancienne Assemblée nationale, la 9e législature à laquelle vous avez appartenu. Voilà, lorsque, justement, le président de la République dans une envolée oratoire a dit je veux qu'on audite le budget. Le ministère du budget, le ministère a brûlé le lendemain. Et je vous rappelle que des audits, vous pouvez être le meilleur expert du monde. Si vous n'avez pas d'archives, vous ne pouvez pas travailler. Et donc voilà les problèmes. Donc tous ces établissements publics en plus, et puis surtout y compris l'Assemblée nationale. Toutes les entreprises qui ont toutes les institutions et toutes les entreprises soi-disant privées qui ont bénéficié de marchés publics doivent être dans les audits. C'est-à-dire que les marchés doivent être audités. Donc le périmètre, il est là, on peut parfaitement le cerner. Et si c'est fait, on peut avoir de bons résultats. Bien, toujours sur le volet économique, Akoumba, avant de passer la parole à Ouri. Justement, sur le volet diplomatique. Messieurs, puisque vous parlez des archives sans lesquelles on ne pourrait pas faire un audit, je m'intéresse maintenant à la prescription des pièces comptables, par exemple, qui ont une durée de vie, sauf erreur de ma part, maximale de 10 ans. Si on ne délimite pas la rétroactivité de la compétence de la Cour, est-ce que vous pensez qu'on est réaliste dans un tel cas? De droit, il ne peut pas y avoir prescription pour des crimes économiques et financiers. Prescription pour les pièces. Je parle des pièces. La seule prescription, l'extinction des poursuites, c'est lorsque le présumé coupable est mort. C'est la seule chose qui doit arrêter une enquête. Mais je parle de la prescription pour les pièces comptables. Non, personne ne peut vous opposer
il y a des pièces, quand vous prenez par exemple les dossiers immobiliers, les dossiers sur le personnel sont des pièces qui ne sont jamais prescrites. Parce que lorsque vous arrivez à la retraite, après 40 ans de service, il faut bien qu'on reconstruise votre carrière. Et pour ça, on a besoin des pièces. Bien. Donc ça, ce n'est absolument pas opposable, mais je vous dis que par le contrôle des biens des gens, on peut reconstituer également les détournements qu'ils ont faits, puisqu'ils ne peuvent pas justifier avec le salaire que nous connaissons, les fortunes que nous connaissons aussi. Bien. Monsieur Mamadou Badikoba, ex-député à l'Assemblée nationale, président de l'UFD, notre invité en ce mercredi. On va aborder à présent les volets diplomatiques et politiques de cette interview. Alors, si jusque-là, comme vous l'avez dit, le rythme, les actions suivies par le CNRD vous rassurent, il n'y a que sur le volet diplomatique d'abord, on pense que l'équipe joue un peu à l'imprudence, notamment dans les relations avec la CEDEAO, par extension avec l'opinion internationale. Quand on prend par exemple le choix d'un envoyé spécial qui a été pratiquement rejeté par le CNRD et le fait qu'ils sont là dans l'établissement d'un chronogramme référé à une période qui, donc, par endroits inquiète l'opinion, mais aussi la question d'Alpha Condé et même la durée du mandat. Toutes ces questions qui font que ce n'est pas l'amour parfait entre le CNRD et cette opinion-là. Comment est-ce que vous regardez? Est-ce que ça vous rend un peu inquiet, plus ou moins? Je suis obligé de vous demander la permission une seule minute pour dire que, en ce qui concerne la Cour spéciale, il faut tempérer, justement, monter nos inquiétudes sur la capacité réelle de cette Cour d'aller jusqu'au bout de son travail. On a eu donc à Dubreka ici la condamnation de responsables de l'ancien régime qui avaient spolié des citoyens qui étaient condamnés. On les a libérés puisque soi-disant ils sont malades. Et je rappelle que moi j'ai rencontré à Djountou, à Lelouma, quelqu'un qu'on m'a désigné, me dit, vous voyez le monsieur là? J'ai dit oui, c'est le chef des voleurs de bétail de la région. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait dehors alors? Il dit non, il a été condamné, mais on a dit qu'il a une maladie tellement contagieuse que si on le laisse en prison, tous les prisonniers seront morts avec les gardiens. Donc je mets cette réflexion à votre attention pour dire jusqu'à quel point la tâche est extrêmement lourde et il faut une volonté politique de faire pour arriver à la mener jusqu'au bout. Maintenant, c'est comme ça le volet diplomatique. Je dis que le regret que nous avons, c'est que la classe politique n'a pas été capable de reconstituer les forces de reconstituer les forces vives qui auraient permis d'avoir un interlocuteur en face du CNRD et qui nous permettent en tant que Guinéens de nous entendre. Même si le processus est en cours quand même avec Doré. Oui, mais je m'excuse, c'est pas une affaire de Doré, c'est une affaire puisqu'il n'y a pas d'opposition aujourd'hui. Oui, mais il faut bien que quelqu'un prenne l'initiative quand même. C'est un problème de volonté politique, il y a 180 partis. Qu'est-ce que vous pensez de l'action menée par Doré? Il y a la société civile. On devrait tous nous donner la main dans le sens de défendre les intérêts du pays et de réformer, d'appuyer les efforts de réforme. Justement, on va essayer de toucher la plaie. Justement, parce que l'action que conduit Doré semble être, en tout cas, salutaire. Sauf que tous les courants politiques ne semblent pas y adhérer. C'est le cas notamment de votre bloc politique, la CORED. La CORED semble tirer, comment je vais dire ça, semble aller ramer à contre-courant des initiatives portées par M. Doré. Moi, je n'ai aucune responsabilité dans l'organisation dont vous parlez. Nous sommes membres fondateurs de cette coalition, cette alliance. Oui. Je vous propose de poser la question aux responsables désignés. Vous m'excuserez de ne pouvoir répondre à leur place. Donc vous n'êtes plus en phase avec Mamadou Sylla? Nous avons travaillé et milité depuis très longtemps, avant même la chute du président Alpha Condé. On a travaillé pour réunir à l'époque l'opposition. On n'y est pas arrivé, puisque justement il n'y avait pas de volonté. Donc je vous propose de poser la question à qui de droit. Bien. Pour revenir sur cette situation, il est regrettable que les problèmes de la Guinée soient... On traite la Guinée toujours, c'est un enfant malade. L'enfant malade de la sous-région, on se réunit pour la Guinée, on doit débattre. Eh bien, c'est plus que justement le corps social interne ne s'entend pas. Et si c'est sérieux, si c'est honnête, nous pouvons parfaitement nous entendre. Tant qu'il ne s'agit pas de partage de gâteau, nous devrions nous entendre. Et donc, normalement, c'est la faute des Guinéens. Est-ce qu'on vous a piégé avec cette histoire de 15 places pour justement rendre impossible l'union sacrée que certains demandent? Eh bien, je peux dire que les politiques ont été au-devant des vœux
de ceux qui avaient planifié le déchirement des partis politiques, c'est certain. Là, ils sont allés, le résultat doit dépasser leurs espérances. Bien, pour revenir. Je vais repréciser mes questions. En fait, j'ai parlé tout à l'heure du cas Alpha Condé qui, par ailleurs, oppose justement la CEDEAO et la Guinée. On veut qu'on le libère clairement. Vous avez suivi que récemment, le CNRD l'a déplacé du palais Mohamed V au domicile de sa femme. Là, est-ce que vous avez une lecture particulière sur cette autre façon de le détenir? Une fois encore, comment est-ce que le CNRD devrait se comporter avec la CEDEAO vis-à-vis de la CEDEAO pour que le processus continue très bien, qu'il n'y ait pas de, si vous voulez, de crise? Eh bien, je reviens sur ma proposition. Il faut d'abord un consensus interne. Si un consensus interne, la CEDEAO et la communauté internationale n'auront pas besoin de perdre du temps et de l'argent pour parler de la Guinée. Ils n'auront qu'à ce moment-là qu'à entériner des propositions qui viennent de la Guinée. Si ça ne leur convient pas, on peut encore en discuter. Malheureusement, c'est ce consensus qui manque. Et c'est ça qui manque. Ouais. Mais est-ce qu'il faut... Les intentions des uns et des autres ne sont pas Est-ce qu'il faut redouter des sanctions le 12? Parce qu'il y a un sommet quand même qui est prévu le 12 qui va faire une évaluation de la transition. Est-ce que vous avez des inquiétudes dans la perspective de ce sommet? Moi, je dis que s'il y a des inquiétudes, elles ne sont pas les nôtres. Nous avons dit que il faut arriver à trancher cette question lancinante, cette question grave de la durée de la transition et reconstituer un consensus interne qui nous permette d'avancer du même pas vers la sortie de la transition pour aller vers une Guinée qui soit meilleure que celle que nous avons connue. C'est ça notre objectif. Bien. La suite avec vous, Mohamed Kaba. Monsieur Mamadou Badiko. Mamadou Badiko. Mamadou Badiko, vous n'êtes pas du tout tendre avec l'ancien régime. Ce qui me pousse à vous poser deux questions basiques. Oui. Sauf que si tu permets, il ne s'est pas prononcé sur le cas Alpha Condé. Tout à fait. Sur son transfert. Moi, je ne vois pas en quoi... Moi, on ne voit aucun mal au fait qu'il a de meilleures conditions. Maintenant, nous l'avons dit devant vous ici, aucun citoyen ne devrait être détenu sans jugement et sans qu'on sache qu'est-ce qu'on lui reproche. Si c'est seulement qu'on a peur de lui, qu'on a peur qu'il reprenne le pouvoir, là, c'est pas un motif suffisant de détention. Donc, eh bien donc, ils doivent soit le juger, soit le remettre en liberté. Total. Absolument. Pour embrayer dans le même sens, il y a aussi des citoyens présumés victimes de répression policière d'Alpha Condé qui ont déposé plainte auprès du tribunal de première instance de Kaloum. Quelle est votre lecture de cette démarche, la démarche de ses compatriotes? On revient à ce qu'on a dit. Il faut qu'on arrive à ce qu'aucun citoyen, y compris le premier responsable du pays, ne doit être au-dessus de la loi. Tous les actes que vous posez doivent pouvoir être un jour... Vous devez en rendre compte. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que, tout comme par rapport aux infractions économiques et financières, un tribunal spécial pour justement juger les crimes de sang devrait être mis en place? Mais pourquoi pas? On a eu quand même, c'est depuis l'indépendance. Ça ne date pas de 10 ans, ça ne date pas de 11 ans. Ça date depuis l'indépendance. Oui, une commission justice et réconciliation. Eh bien oui, mais personne n'en veut. Personne n'en veut dans ce pays. Vous avez vu en Gambie ce qui s'est passé. Il y a déjà les résultats des crimes de Yaya Jammeh. Oui, effectivement, on a été en retard. Le rapport a été remis. On est en retard sur tout. Puisque ici, personne ne veut réellement qu'on se penche sur notre terrible passé. On est dans le révisionnisme, en fait. Mais là, je dis que, pour parler des plaintes dont vous avez parlé, mais c'est tout à fait normal. Aucun de nous, aucun citoyen, ne doit, dans un état de droit, ne doit être au-dessus de la loi. Bien. Encore. Puissant qu'il a été, il faut qu'il sache qu'un jour, il rendra compte et on n'a pas besoin d'attendre la justice divine pour ça, mais la justice de l'état de droit nous suffit. Bien, encore quelques minutes à passer en compagnie de notre invité, Mohamed Kaba. Alors, je disais à M. Badiko tantôt que je vais poser deux questions basiques. Est-ce que vous regrettez d'avoir soutenu Alpha Condé en 2015? Je suis désolé, je ne regrette pas. Nous ne regrettons pas. Mon parti ne regrette pas. Nous avons posé des actes que beaucoup n'ont pas compris. Les gens nous ont combattus mortellement. Lorsque nous avons dit que nous ne sommes pas un parti ethnique, nous ne sommes pas une opposition ethnique, nous sommes une opposition politique. Et que donc nous avions le droit d'aller vers quelqu'un avec lequel
on se connaissait déjà personnellement, qui posait à l'époque quelques actes positifs et qui laissait croire qu'on allait aller dans la bonne direction, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement, mais on ne le regrette pas. À l'époque... Et si c'était à refaire, on le referait. D'accord, donc ça veut dire que vous n'avez pas aussi de regret d'avoir participé à la dernière législature. On n'a absolument aucun regret puisqu'on a prévenu. On a prévenu qu'on allait vers le parti unique. Donc vous êtes tous comptables de la situation qui s'est passée aujourd'hui en Guinée. Eh bien, nous n'avons jamais gouverné, monsieur. Monsieur Badiko, vous avez participé à la dernière législature. Vous avez soutenu le président Condé. Que vous clouez aujourd'hui au pilori. Assumez Alpha Condé au pilori. Assumez alors que vous êtes tous comptables de la situation. Eh bien, on a passé le temps à critiquer ses actes politiques, à nous opposer à sa politique publiquement, et par écrit. Vous pouvez consulter les écrits. On a joué notre rôle d'opposant contre le système prédateur, corrompu, ethniciste. Lequel? Donc que dirigeait le président Alpha Condé. Vous étiez à l'Assemblée quand même. Monsieur Badiko, vous avez fait des propositions dans le sens de la réforme du système électoral. Vous avez même parlé de régionalisation. Bien, on va le laisser sur cette question en 3 minutes. Ouais. Allez-y. Sur vos propositions. Il faut qu'on dise aux Guinéens, l'histoire de l'Afrique date de plus de 7000 ans, l'histoire attestée. Nous avions des systèmes politiques, nous avons eu la plus belle civilisation attestée de l'humanité avec l'Égypte antique. Nous avions donc nos systèmes politiques. Et la colonisation occidentale ne date que de 120 ans. Et aujourd'hui, la colonisation s'est terminée, il faut qu'on décolonise nos mentalités. Qu'on cesse de penser que les solutions, oui c'est le régime présidentialiste, non c'est le régime semi-présidentiel, c'est le régime parlementaire, c'est le régime parlementaire, exactement comme ce qu'il y a en Occident. Eux ils ont fait des systèmes qui correspondent à leur civilisation et à leur histoire. Et bien nous devons avoir la force de réfléchir à des solutions basées sur notre propre histoire. Quelles sont vos propositions c'est de dire que l'État unitaire de 1958 rassemblant des nationalités qui n'ont pas été des nations désormais, on doit savoir que c'est le principal frein aujourd'hui qui fait que la Guinée a été plongée dans l'instabilité depuis 1958, que les élites ont passé le temps à s'entre-déchirer, à s'entre-tuer, à s'arrêter. On a eu les cas de torture les plus barbares du monde dans ce pays. Eh bien, on ne mérite pas ça justement puisque tout a été pour la bataille pour le pouvoir, justement puisque la Guinée non seulement n'était pas une nation en 58, mais les dirigeants sont venus ne l'ont pas transformé en nation. Il faut prendre le fait communautaire pour le transcender et pour développer le pays. En quoi faisant? Eh bien, il faut faire des institutions de régionalisation avec un pouvoir central et des régions qui s'occupent réellement du développement, des régions traitées politiquement à égalité et non pas. Donc comme ça se passe en France, des présidents de régions et avec des assemblées régionales. D'abord une seule assemblée nationale composée de 40 représentants de chaque région et qui donc, ces députés, 40 députés, deviennent l'assemblée régionale qui s'occupe concrètement du développement de la région. Et on a dit que la moitié des ressources du pays soit consacrée au développement économique et social et non plus à l'entretien de la bourgeoisie bureaucratique telle que c'est aujourd'hui. C'est ça le fondement de cette proposition et ça va casser complètement qu'on sorte de ces campagnes électorales meurtrières financièrement et physiquement. Tous ces crimes qu'on a connus, cette guerre civile qu'on a failli avoir ici, à cause justement de ces batailles où chacun essaie de s'emparer du pouvoir pour son propre compte. Bien, est-ce que ces propositions vous ont charmé, vous prolongez le débat chez vous? C'était donc monsieur Mamadou Badiko, ex-député à l'Assemblée nationale et président de l'UFD. Il était notre second invité en ce mercredi. Grand merci à vous, monsieur Badiko. Je vous remercie. Merci à tous les 5, grand merci à tous les 6 plutôt, cabinet. Merci à nos équipes en régie et à la transmission. On remet tout ceci demain quand il sera 8h sur 95.3. Au revoir et portez-vous bien. Restez sur FMFM. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Mamadou Diambaldé.